Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux. On approche la fin de l'année, mais il y a toujours autant d'amis qui sont toujours présents. Merci à tout le monde d'être là. Ce soir, on a deux invités de renom. Le premier invité, c'est Armin Arefi. Je pense que vous le connaissez tous. Il suffit d'allumer vos télés tous les soirs à 20h. Il est à la télé, on voit ses articles partout. Il est grand reporter au journal Le Point. Et il fait beaucoup d'autres choses. Il a écrit des livres. Et donc ce soir, il va nous parler des difficultés d'être grand reporter en 2023. Il est spécialiste du Moyen-Orient. Donc il voyage souvent là-bas. Donc je pense qu'on a de la chance qu'il soit là, qu'il partage un peu son expérience et son savoir-faire avec nous ce soir. Merci à nous, John. Ben écoutez, je pensais que j'allais parler en persan, بلکه همه داشتن فارسی صحبت می‌کردن پس نه بذارید فرانسوی صحبت کنم اینطوری بهتر باشه. Bonsoir à tous, merci Merjan, merci de votre invitation, merci à l'association, merci au restaurant. Merci à tout le monde. Écoutez, je suis ravi, je suis flatté d'avoir été invité à m'exprimer par rapport à mon métier. Alors moi, déjà, première chose, voilà. Comme disent les Iraniens, j'ai fait beaucoup moins d'études que vous. Moi, mes parents auraient tellement voulu que je sois médecin ou avocat ou ingénieur. C'est pas trop tard, mais j'ai pas envie en fait. Mais j'ai énormément de respect pour ce métier. D'ailleurs, ma femme, Aïda ici présente, est médecin. Et bon, moi en tant que journaliste, je suis vraiment bien peu de choses et c'est pas juste une façon de parler par rapport à ce métier qui vraiment a énormément de sens à mes yeux. Je suis donc venu vous parler du métier de journaliste notamment au Proche et Moyen-Orient. C'est comme ça qu'on présente quand on m'invite sur les plateaux télé. Et bien évidemment, je pense que je vais d'abord vous parler de l'Iran. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que ce pays, même si je n'y suis pas né, moi je suis né en France, de parents iraniens, tous les deux étaient iraniens, sont venus en France au moment de la Révolution, mais pas du tout pour des raisons politiques. Ils avaient une bourse d'études en France et ils y sont restés, vu les lendemains, on va dire, difficiles, c'est un euphémisme, de la Révolution et la guerre qui a éclaté. Je me souviens que ma mère avait demandé à mon grand-père à l'époque, « Je suis enceinte, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rentre ?» Et mon grand-père qui lui a dit, « Oh, Bon, elle n'a jamais retourné vivre en Iran, et donc c'est en France que je suis né. Et c'est vrai que très vite, j'ai été extrêmement intéressé par la culture perse, par la langue iranienne, par le fait que c'est vrai qu'en France, mes parents avaient une mission, c'était celle de s'intégrer. Et c'est vrai que pour tout dire, on était quand même, en tout cas moi j'étais le premier enfant, assez seul en France, avec quand même un cahier des charges très très précis, les études. Car si tu fais des études et si tu es diplômé, tu seras quelqu'un. Et c'est vrai qu'il y a eu ce coup de pression très très déjà, qui était extrêmement important, avec notamment cette volonté d'être un membre de l'AMI, moi ce que j'appelle l'AMI, donc l'AMI avocat, médecin ou ingénieur. Certainement pas, un peu plus long, oui, pardon Mary, et certainement pas autre chose. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, oui, comme ça, c'est mieux ? Oui. Dites-moi si vous m'entendez pas, d'accord. D'accord, très bien. C'est vrai que j'ai été très rapidement très intéressé en fait par l'Iran, par ce pays, parce qu'à chaque fois que je m'y rendais, la première fois c'était à l'âge de 10 ans, j'avais en face de moi vraiment une profusion de sentiments. C'était les sentiments avant tout, c'était la famille, c'était ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé être le Bahal Boudani Junior. Ce sentiment d'avoir des membres de la famille, d'avoir 70 millions d'amis, d'avoir des membres de la famille un peu partout quand on se rend dans n'importe quelle ville de ce grand pays. Et surtout, j'ai été beaucoup mieux accueilli, en tout cas à l'époque, qu'en France, même si, encore une fois, la France, c'est mon pays, j'y suis né, je me sens bien sûr comme français, mais également comme iranien. Très rapidement, ces voyages aller-retour entre la France et l'Iran m'ont fait
m'ont familiarisé avec la société iranienne. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, moi, ce qui m'a passionné, c'était que, bon, bien sûr, ma famille, elle voulait que je reste absolument avec elle, que je ne quitte pas le domicile en Iran, parce qu'elle était extrêmement inquiète pour moi. Mais j'aimais partir, bon, c'était plus simple en tant qu'homme, en tant que jeune, j'étais adolescent, partir, aller à la rencontre des Iraniens, parler avec les gens, discuter, blaguer, sourire, pleurer aussi parfois. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé à l'époque, c'était cette maturité que je retrouvais chez un bon nombre d'Iraniens de mon âge. J'avais l'impression qu'on avait le même âge, mais qu'ils étaient beaucoup plus matures que moi, qu'ils avaient vécu bien d'autres choses. Et tout de suite, j'ai eu cette passion, cette passion pour l'Iran, qui est le pays de mes origines, et qui est également un pays où beaucoup de Français qui vont, un pays dont beaucoup de Français en tout cas tombent littéralement amoureux, il faut dire les choses. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai pas vu d'autres pays au monde, et j'en ai fait quand même un certain nombre, dont que les Français autant appréciés. Bien évidemment, quand je dis ça, il ne s'agit pas de faire la pub d'un régime, quoi que ce soit, mais de parler du pays Iran, de la population surtout. Et c'est vrai que très rapidement, pour moi, l'Iran est devenu, alors j'ai tendance à dire ça, mais pour peut-être parfois un peu provoquer, mais un piston. C'est-à-dire que mon piston, moi, c'était l'Iran. C'est-à-dire que j'avais une chance, je me rappelle très bien de cette anecdote que m'a lancé un jour un journaliste historien franco-iranien qui s'appelait Fereidoun Sohebjam, qui était donc un journaliste franco-américano-iranien qui m'a dit: tu as une chance inouïe, alors que je connaissais personne dans le milieu. On était en 2004, j'étais encore à l'école de journalisme, qui m'a dit: tu as une chance inouïe. Je disais: ah oui, bon, laquelle? Tu as un passeport iranien. Oui, parce qu'à partir du moment où mon père est iranien, donc j'ai un passeport iranien. Oui, d'accord, et tu vas pouvoir te rendre en Iran et écrire pour les plus grands journaux. D'accord, ah bon, et comment? Je sais pas, débrouille-toi, contacte les pages jaunes et tu verras, tu vas pouvoir travailler, bon, certes au départ en tant que pigiste, mais pour les plus grands journaux. Et c'est exactement en fait ce qui est arrivé. Et je me suis installé en Iran en 2005 en tant que correspondant. Et j'ai passé de 2005 à 2007 en Iran 2 années. Je n'avais jamais vécu dans ce pays. Et ça a été, je pense, parmi mes plus belles années au contact d'une population... voilà, s'il y a un mot à dire, pleine de sentiments. Voilà, c'est les sentiments. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manquait en France. Encore une fois, il ne s'agit pas de critiquer la France. Je n'ai jamais en fait autant aimé l'Iran que quand je savais que je pouvais quitter le pays quand je voulais. C'est aussi une chose importante à dire. En tout cas, c'est mon expérience personnelle. Et donc voilà. Donc j'ai passé 2 années en Iran, 2 années de correspondant, qui ont été des années passionnantes parce que en tant que journaliste et quand surtout on écrit pour la presse française, quand on est en Iran, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'était à l'époque de Mahmoud Ahmadinejad, le président ultra-conservateur, venait d'être élu à la présidence, même si déjà il y avait un fort soupçon de fraude. Et je pouvais aller à la rencontre des gens, des Iraniens qui me racontent leurs histoires. En Iran, c'est vraiment une mine d'or en termes de journalisme, il y a tellement d'histoires. Et surtout, c'est passionnant parce qu'en Iran, il y a beaucoup d'internits, mais la réalité du pays fait que tout est possible en Iran. On peut faire beaucoup de choses, y compris des choses qu'on ne peut pas faire en France, en tout cas d'un point de vue journalistique. Malheureusement, en Iran, quand on est dans l'œil du cyclone, en tout cas la ligne de mire des autorités, ça devient beaucoup plus difficile. Et en fait, au bout d'1 an, on m'a supprimé ma carte de presse iranienne. J'ai continué à travailler. Et en fait, au bout de la seconde année, en gros, on m'a... Et ce qui d'ailleurs, avec le recul, est un peu une chance, on m'a poussé à quitter le pays, on m'a contraint à quitter le pays en me disant ça serait vraiment dommage qu'il t'arrive. En face de moi, j'avais plus les employés du ministère de la Culture et de la Guidance islamique, mais des agents du renseignement qui me disaient au départ qu'ils voulaient qu'on collabore ensemble. Et en voyant qu'ils ne pouvaient rien tirer de moi, m'ont poussé vers la sortie. Ce qui était triste, mais ce qui était aussi une chance parce que je n'ai jamais goûté, si je puis dire, aux prisons iraniennes. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé en Iran, en tout cas quand j'y ai vécu, à l'époque, c'est ce contraste, cette dichotomie entre la population et le régime. Partout dans la rue, ça parle, ça critique, ça insulte même le régime. Et j'ai fait énormément de villes à travers le pays, et c'est vrai que de ce que j'ai vu, encore une fois, c'est pas un sondage empirique, mais j'ai quand même vu qu'une grande majorité de la population, on va dire de 70 à 80% des gens que j'ai rencontrés, je ne vais pas dire de la population, mais des gens que j'ai rencontrés qui étaient contre le régime. Mais être contre le régime, ça ne veut pas forcément
dire qu'on est prêt à prendre les armes et aller dans la rue, risquer sa vie pour s'en débarrasser. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que donc j'ai vécu ces 2 années en Iran, je suis revenu en France en 2011, j'ai travaillé, rentré au Point, donc l'hebdomadaire pour lequel je travaille en 2011, et j'ai essayé d'ailleurs d'une première chose d'écrire un peu tout ce que j'avais vécu en Iran. L'Iran, c'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a tout en Iran, c'est blanc et noir à la fois. C'est un régime, après moi, dictatorial. C'est une théocratie. C'est malgré tout un pays qui a des élections, même si elles sont souvent une comédie, en tout cas sélectionnées. Les candidats sont sélectionnés par le puissant conseil, le conseil de garde de la Constitution. J'avoue que je vais l'apprendre. Mais c'est un pays, malgré tout, qui vit à une société, ce qui est quand même phénoménal, troublant, parfois même agaçant et même frustrant, c'est que quand on parcourt toute la région, on a un des régimes les plus théocratiques, enfin un régime théocratique parmi les plus conservateurs, même le plus conservateur de la région, avec les lois les plus dures, avec une des populations, sans rentrer dans le cliché, mais c'est ce qu'on voit, les plus ouvertes, les plus pro-occidentales, les plus aussi éduquées. Et c'est difficilement appréciable parce que on va dans beaucoup de pays qui sont dont les gouvernements, dont les régimes, dont les États sont bien plus, sont même alliés à l'Occident. Par exemple de l'Égypte, de la Jordanie, et en Égypte et en Jordanie, les femmes on les voit pas ou peu, surtout en Jordanie d'ailleurs, et quand on les voit, la majorité d'entre elles portent le voile. C'est un exemple, le voile ne fait pas tout. Mais quand le voile il est porté, déjà il n'est pas obligatoire. En Iran il est obligatoire, pas dans ces pays-là. Et quand il est porté sans qu'une seule mèche de cheveux ne dépasse du foulard. Alors qu'en Iran il est obligatoire, gare à quiconque ne le porte pas. Bien sûr, on a vu qu'au cours des années ça a complètement changé, que le voile n'a cessé depuis 44 ans de tomber. Dépasser de nombreuses messes de cheveux, mais on a vraiment le sentiment en Iran que le régime va être plus catholique que le pape, plus musulman que les pays arabes, alors qu'on le sent très bien dans les sociétés de ces pays-là. On est quand même dans des pays beaucoup plus conservateurs. Attention, il ne s'agit pas de critiquer, de dire c'est bien, c'est pas bien, mais juste de dresser un constat. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que quand je suis entré au Point en 2011 et que j'ai commencé en fait à travailler sur d'autres pays du Moyen-Orient, notamment Israël, les territoires palestiniens, ça m'a ouvert les yeux. J'ai adoré faire ça parce que s'il y a 2 voyages, je pense, qui m'ont profondément marqué dans ma petite existence. Un, c'est donc, on va dire, la 2e fois que j'étais en Iran en 97, où j'ai été vraiment au contact de la population. Et le 2e, ça a été en 2011, quand je me suis rendu pour la première fois en Israël et surtout dans les territoires palestiniens. À l'époque, j'avais cette vision de la personne qui n'est pas forcément très bien le sujet, pour dire les choses, où je pensais un peu comme bobo parisien. Il y en a marre de la guerre, mais qu'ils fassent la paix, stop aux extrémismes, et vive les gens qui sont pour la paix. Et en fait, quand j'ai été pour la première fois en Cisjordanie, donc on a Israël, Gaza, la bande de Gaza en bas à gauche, sud-ouest, et puis tout un territoire qui s'appelle la Cisjordanie. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais c'est juste pour les autres, pour préciser. Et j'ai vu ce que c'était en fait une vie sous occupation, c'est-à-dire que j'ai vu un territoire, j'ai vu des Palestiniens sur le papier, j'ai vu des colonies, de nombreuses colonies israéliennes. Et j'ai vu également une présence permanente de l'armée israélienne dans ces territoires, en sachant que d'après le droit international, d'après les résolutions de l'ONU, la Cisjordanie notamment est un territoire occupé. Il en va de Jérusalem-Est, mais également de la bande de Gaza, car la bande de Gaza, si elle est administrée par le Hamas, qui est un mouvement donc islamiste sunnite issu des frères musulmans, s'il n'en reste pas moins que c'est un territoire, on va dire, contrôlé en tout cas de l'extérieur. Tout ce qui rentre et ce qui sort de Gaza, de la mer, depuis les airs et depuis la terre, est sous le contrôle d'Israël. Donc c'est techniquement, d'après l'ONU, un territoire occupé. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis rendu compte d'un seul coup que voici un autre État, un autre peut-être régime, en parlant d'Israël, qui
en tout cas sur certains points, ne respectent pas les droits de l'homme. Ah bah donc il n'y a pas que la République islamique. Attention, le but n'est pas de mettre sur le même plan ces deux pays, bien au contraire, mais de me rendre compte, surtout, en tout cas c'est mon expérience, je me suis rendu compte qu'en fait, au Moyen-Orient, chaque État en fait a des intérêts, chaque régime a des intérêts, et les violations des droits de l'homme sont permanentes. Ce que je veux dire par là, c'est que pour arriver aujourd'hui à l'actualité, ce qui est arrivé donc depuis la mort de Mahsa Amini, le mouvement de contestation sans précédent qui a lieu en Iran, qui a été quand même réprimé dans le sang avec 551 morts au moins, dont 68 enfants, 49 femmes. Quelle a été la réponse apportée par le régime iranien? Ça a été la force. La force, c'est uniquement la force. Sauf que, pour une fois, il ne faut pas besoin d'être médecin, d'avoir fait maths spé ou d'être politicien pour se rendre compte que c'est la réponse qui a été apportée aux revendications de la population, c'est du court terme en fait. Effectivement, quand on tue notre famille, quand on tue des mineurs, quand on arrête les membres et les proches d'un manifestant, effectivement, on obtient le silence, mais on l'obtient sur le moment, avant que l'adversaire, en tout cas l'autre partie, s'organise à nouveau. Vu qu'aucune réponse n'a été apportée, ça va éclater à nouveau. Ça paraît quand même assez clair, et c'est ce que d'ailleurs disent beaucoup de diplomates. Mon but, c'est pas de donner mon avis on s'en fout. Je pense que ce qui est intéressant, c'est le boulot du journaliste, c'est de se baser sur les faits, essayer justement de parler à un maximum de personnes, y compris les personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord, pour essayer de vulgariser un problème peut-être complexe auquel on est confronté. Tout ça pour dire que il ne faut pas être devin pour se rendre compte que ce qui s'est passé en Iran est terrible. Malheureusement, c'est pas nouveau. Peut-être que ça l'était pour certains jeunes Iraniens qui se sont osés aller manifester dans la rue parce qu'ils voulaient autre chose. Encore une fois, il suffit de faire un tour même pas à Téhéran, dans les grandes villes d'Iran pour se rendre compte que les Iraniens veulent autre chose. Les Iraniens ne vivent pas comme ce que souhaiterait la République islamique, et qu'à force d'empêcher, moi je me souviens de l'année 2009 et tout ce qui s'est passé, le mouvement vert de contestation, la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad, à force de vouloir empêcher la moindre réforme, aujourd'hui le régime iranien est arrivé à une impasse qui est que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il ne prend qu'un rejet supplémentaire de la part de la population, et ce n'est certainement pas la répression sans précédent qui s'est abattue qui va faire changer d'avis la population. Donc là on parle de l'Iran. Côté israélien, c'est intéressant de voir que, encore une fois, il ne s'agit pas de nier ni le droit à l'existence d'Israël, bien au contraire, ni le droit des Juifs, des Arabes israéliens à vivre en sécurité. On a encore vu que ce droit a été remis en cause par l'attaque terroriste, d'après moi, du Hamas, qui a été horrible, qui m'a rappelé, quand j'ai vu les images, le 13 novembre, mais fois 100, avec vraiment aucune distinction qui a été faite entre civils, militaires. Mais encore une fois, quand on se rend sur place, quand on discute, quand on voit de ses propres yeux, on se rend compte que on ne peut pas maintenir une population dans l'oppression, sans droit, sans liberté. Et ce qui est extrêmement intéressant dans ce qui se passe aujourd'hui en Israël et surtout dans les territoires palestiniens, c'est que on a donc un État reconnu par grande partie de la communauté internationale, et on a un territoire palestinien qui, d'après l'ONU, devrait donner lieu à un État, mais on a une colonisation israélienne qui se poursuit, et que l'on voit particulièrement donc en Cisjordanie, où on a des territoires qui sont chaque année occupés, des populations qui sont expulsées, et des colonies qui sont bâties, si bien qu'aujourd'hui, quand on est un jeune Palestinien et qu'on voit que l'autorité palestinienne, donc l'autorité qui était censée amener le territoire palestinien à Cisjordanie à un État, on se rend compte que cette autorité, lorsqu'elle a renoncé aux armes et qu'elle a
signé les accords d'Oslo et qu'elle a renoncé les armes après la seconde intifada, je ne vais pas rentrer dans les détails, elle n'a obtenu que davantage de colonies. Le but, bien sûr, n'étant pas de dire qu'il faut reprendre la lutte armée, tout ça, mais qu'aujourd'hui... Pardon, excusez-moi. La question est qu'aujourd'hui, quand on parle aux jeunes, quand on voit les sondages, quand on voit les statistiques, on se rend compte que un grand nombre de jeunes Palestiniens de Cisjordanie veulent une seule chose, que leurs droits soient respectés. Et quand leurs droits ne sont pas respectés, après que l'autorité palestinienne, donc, qui gouverne en Cisjordanie, en tout cas qui gouverne certaines zones, mais le pouvoir étant surtout entre les mains des militaires, ils se tournent vers une voie beaucoup plus radicale qui est la lutte armée. La lutte armée, on se penche dessus, on se rend compte que qui est aujourd'hui le principal pays qui finance la lutte armée dans les territoires palestiniens? Eh bien, c'est l'Iran. Et c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on a une république islamique, en tout cas que moi j'ai connue, je ne suis pas le seul, je pense, qui connaît ce régime ici autour de nous, mais qui vient en aide, si je puis parler ainsi, en tout cas qui va équiper, qui va financer, qui va militariser des groupes palestiniens qui estiment, d'ailleurs à juste titre, que leurs droits sont bafoués. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on parle justement aux membres de ces groupes, ils nous disent, écoutez, on a des checkpoints, des contrôles de l'armée qui se multiplient, des colonies qui grandissent, on est expulsé de nos terres, on est harcelé par l'armée israélienne, mais également par les colons. En face de nous, on a des pays arabes, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui nous disent normalisez, reconnaissez Israël, abandonnez la lutte armée, entrez dans un processus politique dont bon, vous savez qu'il ne vous mènera pas à un État, et on vous soutiendra. Et à côté de ça, on a la République islamique d'Iran qui leur dit conservez vos armes, je vais vous armer davantage, ne reconnaissez certainement pas Israël, et tout ira bien, je vous soutiendrai. Et là, ils me regardent et ils me disent bah, on va forcément vers l'Iran. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le Moyen-Orient est à la fois complexe, mais à la fois très simple. Ce qui est très important, je pense qu'il doit... En tout cas, moi, ce qui, en tant que journaliste, très important à mes yeux, bah, c'est le droit international, sur les frontières, c'est quand il y a des violations, qu'elles se trouvent en Iran ou ailleurs. Et sur la question palestinienne, et on le voit particulièrement aujourd'hui, on a quand même un embarras, et le mot on va dire, c'est un mot qui n'est pas difficile, un embarras de l'Occident, dont on voit quand même un certain deux poids deux mesures. Comment l'Occident peut-il être vent debout, d'ailleurs à juste titre, contre l'invasion par la Russie, donc Vladimir Poutine, l'armée russe, de l'Ukraine, car il viole de façon flagrante le droit international, mais de l'autre, lorsqu'il s'agit des Palestiniens, lorsqu'on a encore aujourd'hui des colons qui sont donc illégaux selon le droit international, qui en profitent pour tuer des Palestiniens, et avant même le 7 octobre, attention, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause le 7 octobre, pas du tout. Ça a été un massacre terrible, qui va laisser des traces, et qui explique en partie la riposte aujourd'hui israélienne sur Gaza. Mais quand on a plus de 250 Palestiniens depuis le début de l'année qui ont été tués avant même le 7 octobre, dont une majorité de civils, où est l'Occident? Ce que je veux dire par là, c'est que l'exemple, enfin l'histoire récente montre que l'Occident aujourd'hui, c'est pas pareil des États-Unis, mais en tout cas l'Europe, puisqu'on est en France aujourd'hui, a de grands discours, a certaines valeurs, c'est vrai, a une certaine histoire, c'est clair, mais que malheureusement ou heureusement, au bout d'un moment, les peuples sur place, pour que leurs droits soient respectés, même si encore une fois je ne mets pas, pour avoir cette impression-là, mais le gouvernement israélien et le régime iranien sur un pied d'égalité et sur le même plan. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je vois la situation des Palestiniens et celle aujourd'hui des Iraniens dans la rue, et ceux qui sont contre le régime et qui en souffrent depuis 44 ans, je sens une souffrance. Et ça, forcément, en tant que journaliste, ça me touche. Ça me touche et je suis là un peu pour raconter aussi ce qui se passe. Et je vois en fait que tout à coup, on est dans une situation où rien n'est noir ou blanc en fait. Tout est gris, il n'y a pas de bon, de gentil, il n'y a que des intérêts. Et ce que nous montre la situation actuelle, c'est que malheureusement, ou heureusement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce sont avant tout aux populations sur place de faire en sorte que cela change.
et que l'Occident, qu'est la France, l'Europe, qui ont joué par le passé des rôles, parfois positifs, parfois négatifs. On ne sait pas encore forcément tout sur ce qui s'est passé en 1979. Je pense qu'il serait trop simple de dire « Ah, c'est la faute des Américains, de Jimmy Carter, la conférence de Guadeloupe ». Même si, encore une fois, au bout d'un moment, quand le chat, d'après en tout cas les sources historiques que j'ai tactées, sachant le chat condamné par une maladie, mais aussi par une révolte populaire récupérée par les islamistes, et voyant aujourd'hui, et voyant à l'époque la principale menace étant les communistes et pas les islamistes, n'ont pas forcément vu d'un mauvais œil après coup, ou même pendant, arriver d'un Khomeini, au même titre que les Occidentaux ont soutenu les moudjahidines islamistes, dont certains islamistes à l'époque, en Afghanistan. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'Iraniens, y compris jusqu'à il y a 2 jours où j'étais à Strasbourg auprès du Parlement européen pour la remise du prix Sakharov de la liberté de l'esprit à Mahsa Amini à titre posthume, mais également à plusieurs femmes représentant le mouvement Femmes et Liberté. C'était Hassoun Najafi, la sœur de Alice Najafi, manifestant tuée le 21 septembre 2022, ainsi que Mercedes Chalinkar, manifestante qui a perdu son œil, qui a été visée par les forces de sécurité iraniennes, et visiblement, comme plus d'une centaine de manifestantes, ça a été fait à dessein pour les humilier, pour les forcer à rester à la maison. Malgré tout, elle est restée. Et bien cette personne-là attend beaucoup de l'Europe, demande des actes, mais j'ai le sentiment, en tout cas d'après tous les contacts que j'ai eus, y compris avec les diplomates, que tant que ça ne change pas en Iran, tant qu'il n'y a pas de millions de personnes dans la rue, il n'y aura pas de geste ici, en France, en faveur des manifestants. Il y a eu de la part du président Macron un geste fort, qui a été de recevoir des opposantes iraniennes en mois de novembre 2022, mais ce même Emmanuel Macron, président de la République, avait serré la main un mois auparavant, à Ebrahim Raïssi. Tout ça pour dire que, d'après moi, le changement, et il est inexorable, inévitable, il viendra d'Iran. De la même façon que le changement, s'il arrive, même si c'est très très mal parti, je pense beaucoup plus mal parti dans les territoires palestiniens, et d'ailleurs en Israël, parce qu'encore une fois, Israël a complètement le droit à l'existence, un pays qui, par bien des aspects, est un pays merveilleux, qui n'a quand même que 70 ans d'âge, mais la question c'est, peut-on avoir un pays en paix, en stabilité, lorsque l'on opprime et on continue à priver de leurs droits, en dehors des frontières internationalement reconnues, un autre peuple? C'est plutôt, et beaucoup de gens dans le monde, et beaucoup, même aujourd'hui diplomates, y compris le président de la République Emmanuel Macron, le disent, que c'est plutôt un facteur d'instabilité que le contraire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas, personne pour dire qu'il ne faut pas, en revanche, je pense que les Iraniens, comme ils l'ont fait d'ailleurs l'an dernier et à d'autres reprises, doivent eux-mêmes prendre leur destin en main. Je pense qu'ils l'ont fait et qu'ils vont continuer à le faire. L'histoire n'est pas terminée en Iran, bien au contraire, c'est un mouvement qui est, comme disent les Iraniens, retigé et protestal. C'est pas juste une façon de parler, encore une fois, il ne faut pas être devin pour voir que ça va éclater à nouveau. Même si on connaît très bien le régime iranien, et on a vu d'ailleurs dans l'histoire récente la manière dont il n'a pas hésité, lorsque ses intérêts étaient en danger, à aider corps et âme un régime comme celui de Bachar el-Assad à tuer sa propre population avec quand même au bout du compte 500 000 morts. On sait très bien de quoi ce régime est capable, mais on sait aujourd'hui qu'on a une histoire qui est en marche, et ça c'est, je pense, le meilleur des messages qui puisse provenir d'Iran, c'est tous ces occidentaux, je vais commencer par là, je terminerai par là, qui vont en Iran, français, qui n'ont pas forcément vécu en Iran, qui se rendent sur place et qui se disent mais c'est incroyable comme ce pays. Encore une fois, ils ne sont pas dupes, ils ne sont pas non plus naïfs, mais ils me disent c'est un pays où j'ai passé des moments que je n'ai jamais passés ailleurs. C'est un pays où on ne me voit pas comme un billet de banque sur pattes. C'est un pays qui a une histoire, c'est un pays où des gens sont attachants. À partir de là, et encore une fois, comme le disent beaucoup de gens en Iran, en parlant d'Iran, pas forcément de gens en Iran, avant, beaucoup de gens, quand on leur parlait d'Iran en Occident, à Paris, dans la rue, ils disaient « Ah, l'Iran, Khomeini !» Aujourd'hui, ils disent « Mahsa Amini ».
c'est déjà beaucoup et je pense que l'histoire est en marche. Voilà. Merci à vous. Je suis désolé, j'ai pas trop montré mes photos, mais je pense que c'était pas le plus important. Ça, c'était des moments, je peux terminer là-dessus, justement, où je me suis rendu en Iran. Pendant 9 ans, j'ai pas pu y aller, et puis finalement, sans comprendre vraiment pourquoi, ça c'est un peu la magie de l'Iran, j'ai pu me rendre sur place de 2016 à 2019. L'ambiance était vraiment différente. Ça, c'était dans la ville sainte de Mashhad, et ce qui était très intéressant, c'était que à Mashhad, qui est donc une ville sainte, berceau un des berceaux de l'islam chiite, là où se trouve le mausolée de l'imam Reza, un grand nombre de gens sur place, et ça aussi qui m'a frappé, étaient très croyants, croyaient vraiment que l'imam Reza faisait des miracles, et j'avais envie de croire avec eux. Encore une fois, je ne suis personne pour les juger, mais en revanche, ce qui m'a frappé à l'époque, c'était que c'était des gens qui étaient, dans leur quand même majorité, anti-Mollah, et faisaient vraiment la distinction entre l'islam politique, le Velayat Farid, qui est d'ailleurs une spécificité iranienne, parce que dans le monde islamique chiite, notamment en Irak, l'islam politique n'existe pas. Il y a une séparation de la religion et de l'État. Ça, c'était à Ispahan, donc c'était un mollah qui nous racontait, je pense que d'autres parmi vous l'ont rencontré, qui nous racontait, voilà, c'est sélectionné par le régime avec un grand talent et un grand allant nous raconter ce qu'était la religion. Ça, c'était un numéro intéressant. On est en 2016, la première fois que je retourne en Iran, et c'est ma direction qui sent que le vent est en train de tourner sur l'Iran, qui veut faire une couverture spéciale sur ce qui est présenté comme le nouvel Iran. L'Iran, à l'époque, a signé l'accord sur le nucléaire. L'Iran a rouvert, dit-on, ses portes, alors que les portes n'ont jamais véritablement été fermées. Et donc, il y avait une volonté qui correspondait aussi à ce qu'on voyait dans le monde occidental, dans la presse occidentale, de montrer l'Iran sous un angle différent. Il y avait Rouhani, on l'aimait bien. À l'époque, je me souviens, tout le monde était ravi, sauf peut-être certaines personnes à l'intérieur de l'Iran qui disaient mais de quel nouvel Iran parles-tu? Rouhani, c'est du fake. Je pense qu'il n'avait pas forcément tort, mais encore une fois, on n'avait pas forcément, en tout cas ma direction, je pense, en tout cas en France, a été assez précurseur sur ce point-là. Ben voilà, un grand-père Bohol, Meloud Tajvish, dans le nord de Téhéran, qui jouait de la flûte. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, mais j'ai passé avec lui des moments que je n'avais pas passé depuis longtemps. Alors ça, voilà, c'était ma femme qui m'avait pris en photo dans la ville de Yazd, que j'ai beaucoup apprécié. Je faisais un peu OSS 117, voilà, c'est cadeau. Alors ça n'a strictement rien à voir, donc on est devant le mur des lamentations, c'est récent, c'est lors de mon dernier voyage en Israël, où je me suis rendu, on voit la mosquée Al-Aqsa, et un pays quand même qui est sous le choc de ce qui se croyait, je ne vais pas dire imbascible, ce n'est pas le mot, mais en tout cas inattaquable, et qui a subi, je pense que c'est très important, un choc comme jamais, et qui est quand même, il faut le dire, d'une certaine manière populaire dans le monde arabe, parce qu'aujourd'hui dans le monde arabe, ce qu'il me voit, c'est pas les massacres du 7 octobre, c'est plutôt la première armée arabe qui, dans l'histoire, a humilié, il faut le dire, c'est une réalité, l'armée israélienne et enfin le pays d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde arabe, les gens ne voient que le 7 octobre à l'aune du conflit israélo-palestinien, donc qui dure depuis maintenant au moins 1948. Alors là, ça n'avait strictement rien à voir. J'étais à Beyrouth, dans le port qui a été soufflé par l'explosion d'un énorme silo à blé. Donc c'était en 2020, si je ne m'abuse, ou 2021 peut-être, je ne sais plus exactement. Mais ce qui est intéressant par rapport au Liban, c'est que encore un pays, alors l'Iran, quand on va sur place ou quand on le suit depuis l'étranger, on a l'impression vraiment que c'est un régime qui est aux abois. C'est pas forcément faux, peut-être que le mot aux abois est trop fort, mais en tout cas un régime qui est contesté. Quand on va au Liban, on se rend compte que ce pays, il est tenu par l'Iran, par l'entremise d'un mouvement qu'il a créé en 1982, au moment même d'une invasion israélienne. D'ailleurs, peut-être que l'histoire va se répéter. 1982, invasion israélienne du Liban pour se débarrasser de l'Organisation de libération de la Palestine. Et c'est à ce moment-là que les gardiens de la Révolution, alors que ça fait que 3 ans que la Révolution a éclaté en Iran et qu'ils sont en pleine guerre, vont créer ce qui va devenir le Hezbollah, vont redonner un certain honneur à la communauté chiite qui a été longtemps les quartiers du pouvoir, et aujourd'hui le Hezbollah est
peut-être et sans aucun doute le groupe le plus puissant en Iran qui, alors c'est pas lui le maître à bord, mais en tout cas rien ne se fait sans le Hezbollah, et c'est surtout au nom de la lutte contre Israël le seul pays qui, en tout cas le seul groupe armé qui a conservé ses armes, et c'est ça qui est important, c'est une excuse. La lutte contre Israël, en tout cas pour le Hezbollah, est une excuse, même si c'est quand même un pays qui, une armée qui a résisté d'une certaine manière, en tout cas a tenu tête à Israël en 2006 lors de la guerre des 33 jours. Et on voit très bien aujourd'hui que l'Iran, dont on disait qu'elle allait s'engager, en tout cas engager le Hezbollah dans une guerre pour défendre le Hamas, et là pour l'instant le Hezbollah ni l'Iran ne vont foncièrement dans une escalade frontale contre Israël. Et c'est ça qui est très intéressant avec les mollahs en Iran, c'est que c'est une puissance profondément déstabilisatrice, en tout cas qui maîtrise l'art de la guérilla pour titiller et embêter ses adversaires par le biais de milices chiites, les rebelles houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, en Syrie, le Hezbollah au Liban, qui est sa plus belle, entre guillemets, production, création. Mais quand il s'agit d'une guerre en face à face régulière, les Iraniens, en tout cas les mollahs iraniens dont le but quand même principal est de rester au pouvoir, et je sais qu'au cours des 44 dernières années, ils ont été maîtres dans l'art d'établir des compromis avec l'Occident pour rester au pouvoir, et ben clairement, quand on a vu que les États-Unis ont assassiné le général iranien Rassem Soleimani, les Iraniens savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans une guerre frontale, donc ils ont frappé une base américaine en Irak, non sans prévenir au préalable les Irakiens pour qu'ils préviennent les Américains qu'il n'y ait pas un seul mort, et donc ne pas donner d'excuses à Donald Trump pour bombarder l'Iran, ce qui était prévu. Donc voilà, les Iraniens ils sont quand même très 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 calculateurs. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Voilà, alors Benjamin m'a demandé des photos de moi, ce n'était pas le but, mais voilà, pour être un peu dans le terrain. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on est au Liban, et derrière, c'est Israël. Et entre deux, et d'ailleurs en Israël, il y a des territoires qui auparavant appartenaient ici à la Syrie, là au Liban. Ce sont des zones considérées par l'ONU comme occupées, et c'est le principal prétexte qui est utilisé par le Hezbollah pour dire on est toujours en guerre contre Israël, donc on ne rendra pas nos armes. Donc c'est intéressant, encore une fois, on est dans une... Il n'y a pas de bon, de mauvais côté en Iran, au Moyen-Orient, il n'y a que des intérêts. Et c'est vrai que c'est quand même assez frappant qu'on voit un régime qui est qui a quand même tué, qui n'hésite pas à tuer sa population, sa propre population, y compris des enfants à peine âgés de 9 ans, on se souvient tous de qui vient de Pierre Falak, qui n'hésite pas à faire peur et même empoisonner des élèves d'école primaire, même si aucune d'entre elles, aussi peut-être une personne est décédée, je crois, va être vraiment un des fervents défenseurs de la cause palestinienne. Et c'est là que c'est intéressant, parce que contrairement, et on va encore parler des contradictions, mais contrairement à la majorité des populations arabes qui sont aujourd'hui vent debout contre Israël et qui ressentent, ce qui n'est pas le cas pour plein d'autres choses, une solidarité à l'égard des Palestiniens, alors que par exemple elles ne le font pas par rapport à la Syrie. Ce qui est intéressant, c'est que globalement, quand même, en Iran, on a une des populations qui est quand même la plus mitigée, la plus mesurée, on ne va pas dire anti-palestinienne, mais c'est clairement pas sa priorité. Donc on a encore une fois un énorme grand écart entre le régime, ce qu'il défend, et la population. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'un des slogans principaux des Iraniens depuis maintenant 14 ans, le mouvement 2009 ça a commencé, c'est Narazé de marché. Narazé na Lebanon, Iran, ni Gaza ni Liban, je me sacrifierai pour l'Iran. Et c'est quelque chose qui prend énormément d'ampleur. Donc c'est encore une fois à moyen terme, c'est quelque chose qui n'est pas tenable. Et là donc on voit un Libanais, ce n'est pas un Iranien. J'ai vu beaucoup plus de Libanais dans le sud, dans la banlieue sud de Beyrouth, qui s'appelle Bahia. Ici un Libanais qui est donc fan du général iranien Rassem Soleimani, qui est vu comme un héros. D'ailleurs il s'est habillé lui-même en gardien de la Révolution. C'est intéressant parce que les gardiens de la Révolution dans le monde arabe ils font peur, et en Iran ils font peur aussi, pas forcément pour les mêmes raisons. Eux c'est davantage pour la répression des manifestants. Alors, ça n'a rien à voir, je suis parti dans d'autres pays, ici au Népal, voilà, lors du tremblement de terre. Ici avec, très intéressant, un travailleur de Gaza, un travailleur gazaoui. Il faut savoir que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a quand même au cours des 13 dernières années ménagé
le Hamas. Le but principal de Benjamin Netanyahou, c'est rester au pouvoir, comme l'ayatollah Khamenei, mais c'est aussi d'empêcher la création d'un État palestinien. Voilà pourquoi, pour affaiblir l'autorité palestinienne, il n'a pas hésité à en pactiser avec le diable, c'est sur un peu trop fort, mais à laisser un certain nombre de travailleurs palestiniens de Gaza venir travailler en Israël, donc pour le plus grand plaisir de cette personne dont j'ai oublié le nom, mais qui a également autorisé et même demandé au Qatar, après le feu vert des États-Unis, à payer les fonctionnaires de Gaza. Donc il pensait que en agissant de la sorte, il allait ménager le Hamas et empêcher l'éclosion d'une nouvelle guerre. Là, il a été trompé par un mouvement qui reste toujours engagé pour la destruction de l'État d'Israël et qui se trouve dans l'État palestinien, comme il le dit, de la mer Méditerranée jusqu'au Jourdain, ce qui est d'ailleurs en miroir le but également des colons juifs messianiques qui estiment que la terre d'Israël, de la Méditerranée au Jourdain, appartient au peuple juif. Là, c'était il y a 3 semaines, dans un camp de bédouins palestiniens qui ont été, après le 7 octobre, donc les massacres du Hamas, déplacés, exclus de leur terre par des colons qui profitaient de l'esprit de vengeance qui les animait pour les déplacer. Donc c'est illégal, c'est comme si on venait quand même vous virer de chez vous pour des prétextes, pour des justifications soit religieuses, politiques, avec en face de vous des gens qui bénéficient quand même du soutien de l'armée. Et c'est quand même problématique, c'est quelque chose qui est profondément injuste et qui me rappelle encore une fois, même s'il ne s'agit pas de les mettre sur le même plan, mais les injustices dont sont victimes aujourd'hui un grand nombre d'Iraniens qui, quand même, d'après la constitution de la République islamique, seraient autorisés à manifester, mais bien évidemment ce n'est pas après ce qui est devenu ce régime, qui est aujourd'hui un régime, comme le dit par exemple Azadekian, un régime comparable à celui des talibans, en tout cas une talibanisation du régime iranien qui n'a plus rien de républicain, qui est aujourd'hui uniquement théocratique. Voilà, je ne vais pas après rester longtemps, mais là, une phase intéressante, c'est un mur qui est considéré comme un mur de séparation, nommé comme étant un mur de sécurité par les Israéliens, de 9 mètres, qui est soi-disant construit sur la frontière entre les deux pays, mais non, c'est une frontière qui est complètement disputée, qui n'a pas encore été définie par les deux parties, et donc ce mur a permis, depuis la fin de la seconde intifada en 2005, sa construction a été terminée en 2005, donc il a permis d'empêcher un grand nombre d'attentats, mais ce problème c'est que le mur n'hésite pas à traverser des terres qui sont des terres palestiniennes. Et là on a 2 personnes, on a Yasser Arafat, donc le dirigeant historique de l'autorité palestinienne, qui a quand même signé les accords d'Oslo, qui étaient donc des accords de paix, qui devaient d'ici 5 ans donner lieu à un État palestinien. Malheureusement, l'assassinat de Yitzhak Rabin, l'ancien Premier ministre israélien, par un extrémiste juif dont les représentants sont aujourd'hui au pouvoir en Israël, a précipité la fin de cette solution, même s'il faut le dire, il y a eu à l'époque de nombreux attentats et l'éclatement d'une seconde intifada. À gauche, c'est Marwan Barghouti, qui est aujourd'hui le plus connu des prisonniers palestiniens. Certains l'appellent le Mandela palestinien, même s'il est accusé de terrorisme par les Israéliens. C'est une personne qui est respectée dans les 2 camps, qui est toujours aujourd'hui en prison, condamnée à plusieurs fois la peine capitale, et qui pourrait, dit-on, en tout cas, être la seule personne à même de reprendre en main l'autorité palestinienne. Il est membre du Fatah, donc un parti non pas islamiste, mais laïque. Et il est assez populaire auprès des Palestiniens, c'est même le plus populaire d'après les sondages. Le seul problème étant que la question qu'on se pose, et je vais terminer là-dessus, est-ce que aujourd'hui les Israéliens ont intérêt à ce qu'il y ait un État palestinien, d'après la composition du gouvernement israélien d'extrême droite, qui est comme extrêmement idéologique, composé de colons, je ne suis pas certain. Et de la même manière, aujourd'hui, je terminerai là-dessus, les Iraniens, les mollahs iraniens, clairement se servent foncièrement de la crise palestinienne pour montrer à l'ensemble de la région et même du monde que ce sont les seuls défenseurs de la cause palestinienne. Et c'est ça qui est le plus terrible, parce que dans les faits, c'est une réalité. Ce sont eux qui financent des groupes, y compris des groupes islamistes et terroristes, alors qu'en face d'eux, les Occidentaux condamnent l'évolution de la colonisation israélienne en Cisjordanie, mais ne font rien d'autre. Et les pays arabes aujourd'hui sont en train de normaliser avec Israël. Donc il ne faut pas perdre de point de vue le fait que aujourd'hui, le
l'Occident, et notamment l'Europe, est devenue assez spectatrice de ce qui se passe au Moyen-Orient, en Israël, dans les territoires palestiniens, comme en Iran, et que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais que malgré tout, je reste profondément plus optimiste compte tenu des rapports de force en Iran pour l'avenir de l'Iran à moyen terme que malheureusement pour la question palestinienne. On sent clairement qu'il n'y aura pas d'État palestinien et donc une instabilité qui va se perdurer durant le temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Maintenant, peut-être rapidement quelques petites questions.